l'idée n'est pas spécialement de vraiment faire le point sur le dossier nucléaire, mais plutôt de suivre une espèce de conseil ou d'idée qu'un nouvel ami, un nouveau pote, Bruno, coucou. Voilà, ça a germé dans mon cerveau notre dernière discussion et je me suis dit, tiens, déjà sur le sujet du nucléaire, j'aimerais bien le refaire, parce que c'est un sujet que j'aime beaucoup. Allez, sans plus attendre, parlons du nucléaire. Salut mes biloutiers. Café? Ouais, café. Café. Très rapidement, le point planning. Demain, faut vraiment que je vous le dise. On essaie de deviner. On est dimanche. Demain, on sera lundi. Non? Ah, vous n'êtes pas des bons élèves. Hein. Demain, le mot, ce sera le marxisme. Comme si on n'avait pas déjà fait le communisme et le socialisme, et comme s'il nous restait encore des trucs à dire. Un peu. Après-demain, on va ouvrir le bal sur les institutions politiques. Ouais, depuis le temps que j'en parle pour le faire, donc on le fait. Voilà. Je vous en dis pas plus. Je préférais qu'on parle de nucléaire là. Donc voilà, introduction rapide. Zou, c'est parti. Que pouvons-nous dire sur le nucléaire? Alors surtout, alors il y a l'histoire des effets du premier coup, 70 jours. Je suis concentré avant. 70 jours, donc parce que voilà, il faut essayer de se rappeler un petit peu tout ce qui a été dit, pas dit, patati patata. Mais en même temps, je parlais de Bruno, j'espère que tu m'en veux pas de citer ton prénom, hein, mais je vais pas en dire plus, on va pas t'identifier. Hein. Je ne vais pas dire que tu habites 15 rue de la République à Fréjus. Vous savez au moins où il habite pas, man. Ça laisse un paquet d'adresses. L'idée, c'est d'avoir un discours simple pour pouvoir parler à des gens et les connecter à l'heure réelle. Alors on parlait de ça pour le souverainisme, la sortie de l'Europe, les machins, mais je me suis dit pourquoi ne pas faire l'exercice en disant alors forcément avec les écolos bobo bornés c'est pas la peine. On prononce nucléaire, ils ont déjà une poussée d'urticaire. On prononce 2 fois, ils vont vomir. Donc bon, on peut pas parler avec ces gens-là. Mais on sait avec ces gens-là qu'on ne peut parler de rien. Ces gens qui parlent d'ouverture d'esprit, de tolérance, ils sont ouverts à rien, ils sont tolérants de rien. Donc bon, on sait qu'on peut pas. Mais par contre, il y a tous les autres qui savent pas trop. Alors indépendamment aussi des gens qui, quand vous leur donnez une information, font oh non, bah moi je sais pas. Je m'en fous que tu saches pas. Je suis en train de te dire un truc que je sais. Et alors, quand ils disent ah oui mais je sais pas, ça c'est parce qu'en fait ils sont en train de dire oui oui non mais arrête de dire parce que sous-entendu je te fais pas confiance. Je m'en fous que tu me dises que tu saches parce que je te croirais pas. Parce que tu n'es pas digne selon moi. Parce que tu n'es pas une référence selon moi. Bon, ça aussi c'est une autre catégorie de gens qui est pas facile à appréhender. J'en ai croisé quelques-uns, c'est un peu chiant. Bref, et pour l'immense majorité des gens qui sont réellement ouverts d'esprit, qui ont envie de comprendre, voilà, je vais là, avec cet épisode, vous donner une espèce de récap, de machin, pour casser les fantasmes, en fait. Parce qu'on s'aperçoit très rapidement que le sujet du nucléaire est rempli de fantasmes. Voilà. Oui, j'avais fait une ligne et demie là-dessus, de script, je viens d'en faire 3 minutes, fallait pas. Et en plus, j'ai pas spécialement me suis posé plein de questions sur comment je structure, est-ce que je parle de ça d'abord, ça d'abord. J'ai pas trouvé de bon plan, donc j'ai fini par ça. On va commencer par parler du risque nucléaire, puisqu'il y a plein de gens qui disent ah le nucléaire c'est risqué, ça tue des gens. Ouais, ça a tué 64 personnes dans le monde depuis 80 ans. On parle pas de la bombe atomique, on parle des centrales, les gars. Hein. On va faire un petit rappel. Alors, et puis là aussi, alors d'où je parle, quelle est ma crédibilité? Bon, d'abord, le plancher sur le dossier, mais surtout, j'ai bossé dans une centrale nucléaire à Flamanville. J'ai aussi bossé à l'usine de retraitement des déchets de La Hague. C'est assez ou non? Faut que j'aille passer un doctorat de fusion nucléaire, machin, pour être crédible ou juste j'ai bossé dedans et je me suis rencardé, ça va vous suffire? Si on reprend les accidents, alors il y a un accident dont on parle jamais, qui est pourtant le plus meurtrier, un truc en 1963, mais j'arrive jamais à me rappeler de la date, et comme un con, je l'ai pas noté. Aux US, il y a eu 60 et quelques morts. Ouais, c'est l'accident le plus grave.
Ah non, non merde, Tchernobyl fait un peu plus. Mais voilà, c'est le premier accident de machin. Le deuxième, c'est Tchernobyl. Alors ça, la date, j'ai pas besoin de le noter, je m'en rappelle, 86, hein, j'avais 16 ans. Le nuage toxique des machins qui a fait le tour à la frontière parce qu'il avait pas de passeport, on s'en rappelle. Bon, alors on sait que tout ça, c'est des conneries. On sait qu'il y a beaucoup d'enfumage de machin. On se rappelle qu'en 86, il y avait encore l'Union soviétique et le mur de Berlin. 86 morts. Et pourquoi la centrale de Tchernobyl a pété? Parce que le directeur de la centrale était en train de jouer avec les sécurités pour voir comment il pouvait faire plus de production d'électricité pour se faire mousser auprès du Soviet suprême pour gagner dans la hiérarchie. C'est tout. C'est aussi con que ça, hein. Promis. Et pour avoir potassé le dossier dans tous les sens, je vous promets que c'est aussi con que ça. Et le dernier accident en date, c'est Fukushima où tout le monde dit ah des milliers de morts. Ouais, ouais, c'est ça. La centrale de Fukushima a fait un mort. Je vous laisse réfléchir 2 secondes parce que c'est dur à encaisser. La centrale de Fukushima, la centrale nucléaire japonaise de Fukushima a fait un mort. Les milliers de morts qui ont eu lieu à côté sont dus au tremblement de terre et au tsunami qui en a suivi. Mais pas à cause de la centrale. Et c'est même là qu'on peut être rassuré, c'est que quand on voit que la centrale de conception française a réussi à résister à ce point, à avoir son protocole de sécurité totalement automatisé se mettre en route, enfin, tout ça, quand on voit que tout ça, ça a réussi à tenir un tremblement de terre et un tsunami, pas mal. Donc, très sincèrement, vivre à côté d'une centrale nucléaire, moi je suis partant. Hein. Et puis alors c'était encore mieux quand c'était protégé par l'armée, parce que là on avait double ou triple protection. Oui, les merdes avec Greenpeace ont commencé quand l'armée a arrêté de protéger. Parce que les mecs, quand il y avait l'armée, les mecs de Greenpeace, ils avaient les miquettes, hein. Parce que il y a eu 2-3 bastos qui sont partis. Ah oui, oui, les militaires ils rigolent pas. On leur a dit protège, il y a un mec qui rentre, il tire, pose pas de questions. Ils ont reçu un ordre, ils exécutent l'ordre. Puis un jour, il y a les mecs de la gauche bien pensantes quand ils disent non, il faut pas faire ça. Le truc est totalement stratégique, mais on va pas le protéger avec l'armée. Bref, autre débat. Donc, de manière très simple, en rappelant accident aux États-Unis, 50 ou 60 morts dans les années 60. Tchernobyl, un mec qui voulait juste se faire mousser auprès de sa hiérarchie, 86 morts. Et un seul et unique mort à Fukushima, parce que le reste est uniquement dû au tremblement de terre ou au tsunami, risque faible. D'accord? On a beaucoup plus de chances de mourir en traversant la rue qu'en étant dans une centrale nucléaire. Si on veut faire de la statistique à la con, parce que c'est toujours des statistiques à la con. Et puis nos centrales sont vraiment d'une bonne conception de sécurité. Vraiment, vraiment. On a les niveaux de sécurité les plus drastiques au monde. Centrale américaine, j'y mets pas les pieds, moi. C'est la trouille, hein. Sans déconner, une centrale américaine, j'y vais pas. Hein. On nous a objecté récemment, alors récemment c'était il y a 2 ans je crois, notre indépendance par rapport au combustible. Bon, alors déjà on rigole, ouais, parce que il faut. Et je sais pas trop dans quel sens je vais pouvoir vous le faire. 2 axes de réflexion, j'avais noté ici. Voilà, on va commencer par Fabius. Fabius, 122 morts à son actif, affaire du sang contaminé pour ceux qui savent pas. Faites vos recherches. Puis surtout, Fabius, il avait les plans de Phoenix, il les a refilés aux Iraniens en 83, vraiment. Fabius, quoi. Hein. Laurent Fabius, oui, l'actuel président du Conseil constitutionnel, ouais, celui-là. Grâce à Phoenix, donc pas Joachim, hein, mais la centrale, on aurait pu être en production de combustible de manière illimitée et éternelle. Au sens propre de ces 2 mots. Je rigole pas. Enfin si, parce que ça on a vraiment l'air de con, mais j'ai un rire jaune du coup. En gros, pour faire très simple, les principes de Phoenix et Super Phoenix de l'époque, c'est ce qu'on appelait les surgénérateurs. Tu bourres 100 de combustible là-dedans, tu produis de l'électricité, et à la fin, tu ressors 120 de combustible pour une autre centrale. C'est pas mal, hein? En très gros, hein, les excités de l'ingénierie nucléaire, vous allez corrigez-moi dans les commentaires, affinez mon propos. On va dire que là, j'ai pas le temps parce qu'il y a un algorithme qui m'a dit faut que j'aille vite. Mais en gros, c'était ça. Donc, merci Fabius de ne pas nous avoir donné ça, puis merci d'avoir filé la bombe nucléaire aux Iraniens, puisque bah, c'est grâce à ça qu'ils ont l'arme nucléaire aujourd'hui. Hein. C'est pas autre chose. Hein. Bon, voilà.
Mais l'idée des principes de surgénérateur, c'était ça. C'est-à-dire qu'avec ça, on aurait pu être en illimité et en éternel. On aurait même pu enfiler aux copains. D'accord? Premier point. Deuxième axe de réflexion, c'est actuellement, on a en permanence en combustible, alors que je me rappelle, on a en permanence en combustible raffiné, donc prêt à l'emploi, 5 à 7 ans devant nous. Ouais. Plus 4 ou 5 ans de combustible non raffiné. Ça prend du temps quand même à raffiner. Mais on a devant nous 5 à 7 ans de consommation de nos centrales en raffiné, c'est-à-dire prêt à l'emploi, là maintenant, tout de suite. Donc déjà, ça nous laisse 5 à 7 ans devant nous pour réfléchir en cas de problème. Et encore, 4 à 5 années de plus derrière, parce qu'il suffit de raffiner les trucs qu'on a pour continuer, d'accord? Donc ça nous fait dans les 10 à 12 années, à peu près, dans les 9 à 12 années, pardon, pour réfléchir. C'est quand même pas mal. Et puis surtout, c'est le moment où je sors la carte que je vous ai préparée. Voilà, on la met maintenant. Voilà, si on veut se fâcher avec des gens, va falloir se fâcher avec beaucoup de monde, parce que y a quand même pas mal de gens qui peuvent nous en vendre de l'uranium. D'accord? Bon. Notre consommation est de l'ordre de 8 à 10 000 tonnes par an. Il y a des gens qui produisent plus de 10 000 tonnes par an, à eux tout seuls, et qui nous en vendent un paquet en ce moment, justement. D'accord? Donc non, on peut y aller. Quant au risque d'explosion financière du truc, alors effectivement, ça, c'est le volet que j'ai pas trop creusé, parce qu'il est un peu compliqué à voir, surtout qu'il est hautement improbable. Sincèrement. Donc, sur ce point-là, le nucléaire, on n'a pas trop de risques. Pas trop pas trop de risques de se retrouver dans la merde parce qu'on aurait plus. Parce que nous, on a épuisé de nos propres réserves. On en avait un peu. C'est fini. L'uranium, on n'en a plus du tout. Ou alors ça va coûter tellement cher à aller le chercher. C'est comme toujours ces trucs de minerais, de pétrole, de tout ce que vous voulez au fond là. Le problème, c'est qu'il y en a, mais il y a un moment, ça coûte tellement cher d'aller le chercher que c'est plus intéressant de le faire. Après, on nous objecte souvent la gestion des déchets. Je vous ai mis en description 2 liens vers les 2 superbes vidéos de Ozon Causé, comme quoi même des gars d'ultra-gauche, on peut les regarder, ils ont des trucs intelligents à dire, et vraiment je vous conseille de regarder ces 2 vidéos-là, vous allez tout comprendre. Alors les déchets, déjà il faut savoir que l'intégralité, attends, les débiles profonds, modernes, ils disent l'entièreté, j'aime pas ce mot, il est bon, c'est pas une faute, hein, mais je l'aime pas, il est tellement moche. La totalité, l'intégralité des déchets produits par les centrales françaises depuis les 60 dernières années à peu près, on peut les entasser dans le Stade de France sur la hauteur de 2 fois le bordel du Stade de France. C'est tout. C'est tout. Ça va pas plus loin. Ouais. Et encore, parce que comme je vous ai dit, en France, on a des normes beaucoup plus drastiques qu'un paquet de pays. C'est-à-dire, il y a des trucs que nous, on dit, ouais, c'est dangereux, il y a d'autres pays qui font, non, laisse ça traîner, c'est pas grave. Alors je dis toujours, hein, c'est pas parce que d'autres mecs font des conneries que c'est pas une connerie. Mais bon, on a des normes, je vous dis, qui sont ultra drastiques. Et puis surtout, pour la gestion des déchets, on a le projet à Bure, oui c'est ça, là-bas en Haute-Marne, d'enterrer ça dans des trucs de surface d'argileuse, de machin hyper... c'est comment s'appelle le projet? J'ai oublié de le noter comme un couillon en plus. Dans les vidéos, ils en parlent. Il y a une des 2 vidéos qui est consacrée à ce projet-là, qui est génial. Il y a même Astronogeek qui a fait, tiens, je vais essayer de vous retrouver le lien de celle il est allé visiter le bordel, c'est génial. C'est Simeo, Vadeo, un truc comme ça. On enfonce ça à 500 mètres sous terre, dans des couches argileuses qui sont spécialement, qui ont la particularité de pas bouger, jamais, ou très peu, ce qui fait qu'en cas de fuite, ça bouge pas, en cas de machin, et en plus, c'est enrobé dans des trucs en béton, en alliage et compagnie, qui fait que c'est ultra sécurisé. La gestion des déchets, c'est un faux problème. Réellement un faux problème. Surtout qu'il y a un paquet de déchets qu'on pourrait vraiment réutiliser pour faire du combustible. Ouais. Non, c'est très cyclique, hein. C'est très recyclage, hein, l'univers du nucléaire. Donc là aussi, faux problème. Et puis nous avons les activistes. Ah là là. Tiens, je vais vous passer un petit extrait de cette chère Dominique Voynet. Alors là, elle, putain. Il fut une époque où elle aurait été passée par les armes pour ça, quoi. Bon, allez, on regarde vite fait, et puis on en reparle juste après. J'avais reçu mandat
de tout faire pour que le nucléaire ne soit pas exclu de cette liste. Et j'étais donc partie à Bruxelles en traînant un peu les pieds. Et je rencontre mon homologue anglais qui me dit avoir le même mandat. Le tour de table commence et on était les deux seuls États à ne pas pouvoir se rallier à une position fermement antinucléaire. Suspension de séance. J'ai rediscuté avec mon homologue anglais et nous avons convenu, lui et moi, d'appeler nos gouvernements à Londres et à Paris. Alors j'appelle Paris et j'explique à Matignon que je suis désolée, mais que le Britannique est en train de lâcher et que je vais me retrouver isolée. C'est ce que déteste la France, être isolée en Europe, c'est quelque chose qui est impossible. Pendant ce temps, le Britannique appelle Londres et dit la Française est en train de lâcher, je vais me retrouver isolée. Et on est revenu hilar l'un et l'autre avec finalement un grand soulagement parce que nous avions reçu la consigne de tout faire pour ne pas être isolés. Donc nous avons pu annoncer que finalement nous pouvions nous rallier à la position commune. Donc je suis rentrée à Paris, moi très contente de voir que le nucléaire ne pouvait pas faire partie des technologies retenues au titre du mécanisme de développement propre. En même temps, je n'ai pas pu m'en vanter en rentrant. Hein. Il fallait que j'ai l'air désolée de ce qui s'était passé. Bon, ce qui m'a interdit aussi de revendiquer ça auprès de mes camarades verts ou auprès des associations. Enfin, je crois que personne n'est dupe et le Premier ministre ne m'a pas fait de compliment particulier sur ce coup-là, c'est sûr. Alors, vous avez aussi un lien vers un article des gauchias de Libération des pédos qui essaie de nous expliquer que la pauvre Dominique, patati patata, que c'est sorti de son contexte, patati patata. Arrête. Il n'y a rien qui est sorti de son contexte. Je rappelle à toutes fins utiles que ça s'est passé, qu'elle était ministre entre 97 et 2001. Donc moi j'avais 27 à 31 ans. J'étais déjà très très ancré dans ma conscience politique, donc ça faisait déjà plus de 10 ans que j'étais dans ce qu'il fallait. Je l'ai vécu en direct en tant qu'adulte, hein, je travaillais, j'étais machin, je veux dire 97 c'était mes dernières années dans un cabinet d'avocat, 2001 c'était mon intégration chez LVMH, entre les deux j'ai fait la FNIM, donc hein, j'étais sur Paris, j'ai vécu ce truc-là. Puis étant sensible au nucléaire, j'ai vomi, quand, enfin bref. La mère Voynet, hein. Bon, mais il n'y a pas qu'elle, hein, parce qu'il y en a plein d'autres. Sur les 40 dernières années, il n'y a eu qu'un enchaînement de traîtrises. Hein. C'est pour ça qu'on est dans la merde dans laquelle on est aujourd'hui. Bon, donc quand on voit ça, on comprend pourquoi notre filière a plongé dans des fonds baptismaux et que c'est pas cool du tout. Vraiment, c'est pas cool, il n'aurait pas fallu faire ça. Parce qu'aujourd'hui, ma facture d'électricité à titre perso a fait x4. Et ce principe-là, de tout ce tout ce que découle de ce qu'a fait Dominique Voynet, contribue à ce que ma facture fasse x4. Pas que ça, hein, mais il y a ce qu'il faut dedans. Qu'est-ce qu'on a? Tiens, je vais vous montrer un truc avec la petite Mathilde. C'est affligeant. Allez, tiens, toc. Madame Panot, allez-y. Merci Madame la Présidente. Je voulais réagir aux propos qui avaient été tenus à la fois sur la question de la souveraineté énergétique avec ce que vous venez de dire, Madame la rapporteure, il ne faudrait pas 2 réacteurs mais 30. Pas 2 réacteurs mais 30 qui montrent bien la fuite en avant idéologique dans laquelle vous êtes sur le nucléaire. Et il n'y a qu'un seul exemple qui montre bien cela. Cet exemple, c'est celui que vous avez mis en avant comme étant le futur du nucléaire, c'est-à-dire, j'ai nommé l'EPR. L'EPR, dans le monde, il y a un seul EPR qui fonctionne, il est en Chine, et dès juillet 2021, un des réacteurs a été arrêté puisque un gaz radioactif était dans le circuit primaire. Donc il a été arrêté. Sinon, il y a 0 EPR qui fonctionne dans le monde. Et ensuite, quand vous regardez le compte fabuleux du nucléaire, non, ce n'est pas faux, Madame la rapporteure, vous le montrerez. Quand vous regardez le compte fabuleux du nucléaire, il devait coûter 3,3 milliards, il coûtera au moins 21 milliards selon la Cour des comptes. Donc elle allume l'EPR. Alors l'EPR, les débiles profonds qui ont dit « Ouais, t'inquiète, pour 3 milliards, on fait un EPR !» Non mais tu rigoles ou quoi? La totalité, l'intégralité des ingénieurs de l'époque EDF, ils ont dit « Mais 3 milliards, mais il nous faut 3 fois plus !» Avant même de commencer, avant même de lire le dossier, les mecs disaient « Stop, arrête! Si tu mets pas 3 fois plus, on démarre pas, ça marche pas. » Tu m'étonnes que c'est un dérapage financier. C'est limite s'ils n'ont pas fait exprès de sous-dimensionner le budget pour que le projet se gaufre. N'importe quoi. Alors que on a bien vu justement, une fois que Flamanville essuie les plâtres et puis corrige les erreurs, et puis dépense de plus en plus d'argent, machin, patati patata, on a vu que finalement
Alors le chinois, effectivement, il y a eu une déconnade, mais qui a été réglée assez rapidement. Il y en a un en Grande-Bretagne qui marche très bien, il y en a un en Finlande qui marche très bien. Et ça y est, au total, là, à l'instant où on parle, je crois qu'ils viennent d'ouvrir le 6e ou le 8e EPR dans le monde. Alors il produit 2 fois plus que l'ancienne génération. Voilà, c'est tout. Il a multiplié la capacité de production avec combustible équivalent. Il a multiplié la capacité de production par 2. Voilà, tout simplement. Et on le rappelle, toujours avec un truc propre qui ne génère pas de CO2. Donc, qui est bon pour Gaïa. Tout ça, c'est des poudres aux yeux, faux problèmes, machin. L'EPR a dérapé parce qu'on n'a plus un putain de soudeur chez nous. Bah, vu que tout le monde a fait ce qu'il fallait, Voynet en tête, et puis tous les autres, pour déconstruire, les champions de la déconstruction, ils ont niqué la filière nucléaire. Ce qui fait qu'il n'y a plus personne qui s'est engagé là-dedans, ou ceux qui se sont engagés là-dedans, ils sont allés bosser ailleurs, là où il y avait des centrales et un avenir pour les centrales. Ça fait 20 ans qu'on n'arrête pas de nous dire qu'on va fermer toutes les centrales, il n'y a plus personne qui veut bosser dedans. Donc du coup, tous nos soudeurs qui savaient souder, ils sont partis à la retraite. Et puis il n'y a pas eu de gens de former pour faire la relève, ce qui fait qu'on n'a plus un seul soudeur. Oui, parce que ça paraît très con, mais dans une centrale nucléaire, il y a beaucoup de trucs en métal, en particulier en acier inoxydable. Et pour l'avoir fait moi-même, souder à l'acier inoxydable, c'est pas exactement pareil que de prendre 2 plaques de tôle et les souder. Non. Tu le fais dans des environnements protégés, avec des environnements atmosphériques particuliers, avec des histoires d'argon, d'azote, de machin, enfin, c'est un peu compliqué. Puis après, on fait des tirs radiographiques pour regarder que ta soudure, elle est nickel, machin. Donc, c'est-à-dire que t'as intérêt à avoir un savoir-faire, un geste qui est précis. Je veux dire, c'est un peu comme un chirurgien, tu vois. Je veux dire, on rigole comme ça, mais ouais, un soudeur qualifié, un soudeur qui a tout ce qu'il faut, toutes les qualifications pour aller travailler en nucléaire, il est costaud, le gars. Il mérite un bon salaire, il a fait pas mal d'études, il s'est entraîné pas mal de fois. C'est pas un truc que tu t'improvises pas soudeur en milieu nucléaire. Donc, et le truc, c'est que, alors, sur Flamanville, je sais plus, mais sur les milliers de gens qui bossaient, il y avait peut-être 30 ou 40% de gens, c'était des soudeurs. Une fois que tous les mecs qui font le béton et compagnie ont posé le béton, machin, se sont barrés, bah c'est les soudeurs et les ajusteurs, et puis comme moi je faisais la robinetterie. Moi à l'époque, alors je saurais plus, mais à l'époque, il y avait 25 ou 30 modèles de vannes et de robinets que je savais monter, démonter quasiment les yeux fermés. Voilà. Donc moi j'apportais ça, machin, je les montais, démontais, puis les soudeurs ils venaient, ils faisaient les raccords avec moi, puis après on vissait tout ça. C'était ça, et ce sont des métiers à forte valeur ajoutée, ce sont des métiers passionnants, où on aurait pu envoyer un paquet de nos gamins. Bon, on va pas non plus déborder sur ce sujet-là, mais... Donc voilà, le PR c'est un fantasme parce qu'il a été dérapé à cause de problèmes techniques parce qu'on a tué la filière, et à cause de problèmes financiers parce que les budgets ont été totalement sous-dimensionnés dès le départ. Mais ça, on en parle très peu, bien entendu. Si on veut... Parce que mon script me dit que c'est le moment où il faut résumer. Donc le nucléaire, c'est quelque chose de solide, de pérenne et de sécurisé. Les déchets, c'est un fantasme de gauchias, parce que c'est géré. Et c'est surtout très très gérable, mais en même temps, c'est géré à 99%, voire 99,9%. Le nucléaire, c'est pilotable, donc pas comme ces putains d'éoliennes qui réclament 75% de gaz, qui fabriquent du CO2, lui, d'accord, pour fonctionner. Ou les panneaux solaires où c'est pas 75%, c'est 50%, puisque c'est jour et nuit. Hein, donc les écolos avec les éoliennes ou les panneaux solaires, c'est les moulins à vent et les miroirs magiques. Hein, c'est à peu près ça, hein, c'est de la merde. Le nucléaire finit par te fabriquer un truc pas cher parce que quand tu regardes le prix du kilowatt fabriqué par du nucléaire, il est toujours moins cher, en fait, que quoi que ce soit d'autre qui le fabrique, même une éolienne. Hein. Alors si, en dessous, il y a toujours celui qui est fabriqué avec les barrages, parce que alors ça, les barrages, c'est encore moins cher. Mais là, tu peux pas lutter. Donc le nucléaire, c'est, de mon point de vue, et avec tous les arguments que je viens de vous apporter, une très bonne chose pour notre porte-monnaie et pour la planète. Et pour la nation. Sur ces bonnes paroles, des poutous, mais pas Philippe.